Bonsoir, merci à tous. Nous allons commencer. Je vole la vedette, j'avoue, à Nicolas Tenzer en commençant cette introduction. Je voulais tous vous remercier de votre présence ce soir. Non, non, non. Non. Bon, moi, c'est vraiment un grand honneur et un plaisir de pouvoir être ici ce soir avec vous et surtout avec Nicolas Tenzer, qui nous fait cette chance d'être parmi nous ce soir. Entre toutes les conférences qu'il peut faire, il est très sollicité et donc voilà, un immense merci. D'autant que nous, en tant qu'association, donc Maman Paris Ukraine, même un forme de combat à notre petit niveau et on partage un certain nombre de convictions, pour ne pas dire presque toutes, avec Nicolas Tenzer. On a le souhait de pouvoir effectivement aider ce pays et j'ai la conviction qu'on peut l'aider déjà en informant, en permettant de mieux comprendre les enjeux et ça, moi, je ne peux pas le faire. Et on peut aussi les aider, nous, à notre niveau, en tant que citoyens, en soutenant à la fois les familles qui sont ici, parce que c'est très important pour notamment les défenseurs. Enfin, nous, on appelle les défenseurs, non pas les soldats. En fait, ce sont des personnes comme vous et moi, très peu de militaires de carrière. Parler de soldats, ça ne résonne pas, en tout cas pour moi. Donc, je trouve que le terme de défenseur est plus approprié. Et nous, ce qu'on peut faire à notre niveau, c'est aider les familles qui sont arrivées ici, déplacées en Île-de-France, non pas réfugiés, mais bien déplacés, puisqu'ils ne demandent pas l'asile et ils ont un statut en particulier. Et également les soutenir en Ukraine, parce qu'au-delà de l'aide humanitaire, avec des moyens de survie, on essaie de leur donner, l'impact est également énorme sur le moral et sur leur résilience. C'est les retours que l'on a. C'est pas simplement recevoir des dons, c'est aussi sentir que derrière leur pays, il y a des gens comme des hommes politiques, des experts qui partagent une vision commune de ce que doit être le droit international, de ce que sont les droits des Ukrainiens et de ce qui est acceptable ou inacceptable d'un point de vue des valeurs et de l'urbanisme. Donc, on est assez complémentaires et vraiment, Nicolas Tenzer est professeur à Sciences Po, mais il n'est pas que ça. Voilà, et pour ceux qui ne connaissent pas tout son parcours, il est très long. Il va être une arc également, co-créateur de Desk aussi. Vous êtes auditionné par la Commission nationale. Voilà, tellement de choses qui font que je pense aujourd'hui c'était la meilleure personne à qui je pouvais demander de parler aujourd'hui devant vous. D'autant que c'était quand même plusieurs années que vous alertez sur les risques, c'est-à-dire que voilà, il y a un certain nombre d'experts qui sont fait experts très très rapidement, mais là vous avez devant vous quelqu'un qui connaît très bien le sujet, qui connaît depuis longtemps, qui alerte depuis longtemps, qui a eu le courage dès le début de la guerre d'affirmer ses convictions. Parce que c'est vrai qu'il y a un an, la position de la France n'était pas exactement celle qu'elle est aujourd'hui. Et donc, je vous remercie aussi pour le courage que vous avez eu d'affirmer vos convictions haut et fort, très haut et toujours. Et je vous laisse la parole.
Merci, merci à vous, Barbara. Merci à chacune et à chacun d'entre vous d'assister à cette conférence. Merci aussi à l'Association des mamans de Paris pour l'Ukraine. Je crois qu'il fait un travail absolument remarquable d'aide simple aux Ukrainiennes, aux Ukrainiens, aux enfants ukrainiens aussi bien sur place qu'en envoyant des dons, de l'aide aux Ukrainiens qui se battent aujourd'hui, non seulement pour leur liberté, pour leur dignité, mais aussi finalement pour la nôtre. Ils se battent pour nous, ils meurent pour nous, ils se sacrifient pour nous, avec, je pense, encore aujourd'hui, probablement pas tout le soutien qu'ils méritent, ou en tout cas, pas le soutien suffisant que l'Europe, de par son histoire, sa tradition et ses valeurs, aurait dû leur accorder. Il y a un fameux proverbe qui dit qu'il sauve une vie, sauve l'humanité. Et je crois que l'action que vous menez est d'une certaine manière inspirée aussi par ce proverbe. Chaque vie qui sauve, chaque petite action, c'est une action absolument fondamentale. Il n'y a pas de petite aide. Et ça, je crois qu'il faut vraiment aujourd'hui en avoir pleinement conscience. Donc, chaque petite pierre contribue à aider des gens et à aider des gens tout simplement à vivre. Ça, il ne faut jamais non plus l'oublier complètement. Je vais commencer par cette présentation, par vous dire peut-être 2 ou 3 choses sur le contexte de cette guerre et sur la réalité de cette guerre. Mais une réalité, en fait, qui remonte à des années. La réalité, vous avez parlé tout à l'heure, Barbara, des alertes que j'ai pu lancer. Cette guerre, en fait, elle dure depuis 23 ans. Elle ne date pas du 24 février 2022. Le 24 février 2022, elle a atteint une intensité certes sans précédent. C'est devenu, à proprement parler, une guerre d'extermination. C'est devenu une guerre totale qui visait à l'annihilation en tant que peuple, du peuple ukrainien, et à la destruction, c'est-à-dire à la mort, de chaque vie ukrainienne. Je rappellerai un seul chiffre avant de revenir à cet antécédent historique, que 97% des frappes de missiles russes contre l'Ukraine, je ne parle pas là des opérations sur le champ de bataille, visaient des civils ukrainiens, soit des marchés, des écoles, des places, des hôpitaux, des bâtiments d'habitation, bien sûr aussi des infrastructures civiles. 97%. Ce sont juridiquement, les conventions sont parfaitement claires sur ce plan-là, des crimes de guerre. Mais ces crimes, effectivement, c'est pour ça que je reviens sur 23 ans, ne sont pas véritablement nouveaux. Tout a commencé en 1999. En 1999, un certain M. Poutine, à l'époque Premier ministre, a constaté un jour, avec une stupeur feinte, que 3 immeubles d'habitation avaient été explosés en Russie même, près de Moscou et dans 2 autres villes s'avoisinantes. Il a aussitôt dit, mais ce sont des terroristes tchétchènes qui ont commis cela. Des enquêtes par la suite, notamment conduites par l'universitaire américain David Center et par beaucoup d'autres, ont montré que ces attentats qui avaient fait quelques centaines de milliers de victimes parmi les Russes, habitant en Russie, étaient en fait le fait non pas de terroristes tchétchènes, mais des agents du FSB, c'est-à-dire les services de renseignement russes. Et ça a donné l'occasion à Poutine de prononcer cette phrase célèbre, excusez-moi, parce que le vocabulaire n'est pas nécessairement très châtié, ces terroristes, il faut les buter jusqu'au chien. Il a dit ça dans ces termes-là. Et ça a donné lieu à ce qu'on appelle la Seconde Guerre de Tchétchénie, commencée en 1999,
poursuivi jusqu'en 2000, qui a donné lieu à des massacres systématiques de civils tchétchènes, femmes, enfants, hommes, sans aucune distinction. Mais devant ces terroristes, puisqu'il les proclamait ainsi, Poutine, effectivement, disait mais il faut aller jusqu'au bout. Et cette guerre lui a surtout permis de renforcer sa popularité, puisque Premier ministre, il allait se présenter à l'élection présidentielle russe qu'il allait remporter quelques mois après, en avril, et succéder ainsi à Boris Yeltsin. Ça a boosté sa popularité, disais-je, parce qu'évidemment, il a déclaré que des gens, des terroristes en l'occurrence, faisaient la guerre à la Russie, alors même que la Tchétchénie d'ailleurs est incluse dans la Fédération de Russie. Ça a suscité l'opprobre de la communauté internationale, des condamnations multiples, et surtout à des investigations, des reportages conduits notamment, vous la connaissez certainement de nom, par Anna Politkovskaya, aussi par Natalia Stemionova, par un certain nombre d'autres personnes, Anastasia Baburova, Stanislas Markelov, et plus tard, bien sûr, Boris Nemtsov. Il y a un point commun entre ces personnes et quelques autres. Tous ont été assassinés à des périodes différentes. Anna Politkovskaya, le 7 octobre 2006, Natalia Estemirova, le 15 juillet 2009, Boris Nemtsov, le 27 février 2015. Je pourrais ajouter beaucoup d'autres choses. Mais donc, je reviens en arrière. Cette guerre de dévastation, de destruction, d'annihilation, certains d'entre vous ont certainement vu les images de Grozny, des villages rasés, de cadavres entassés. Et encore à l'époque, on n'était pas à l'heure, en tout cas, c'était juste les débuts d'Internet. Donc, vous n'aviez pas, comme aujourd'hui, les réseaux sociaux qui postaient ces images, ces documents. Il y avait beaucoup moins de chances que les vidéos réalisées aussi par les opposants tchétchènes montrent véritablement ce qui se passait, mais tout a été évidemment parfaitement documenté. Une série d'organisations de défense des droits de l'homme ont fait également beaucoup de rapports là-dessus. Outrage de la communauté internationale, disais-je, mais très vite, cet outrage est retombé. Il est retombé pour plusieurs raisons, parce que vous avez eu, vous le savez, le 11 septembre 2001, et la priorité a été la guerre au terrorisme, la guerre à la terreur. On en comprend les motivations et de manière assez habile, Poutine, à ce moment-là, a joué le soutien, soi-disant, de l'Occident à l'Occident dans cette guerre à la terreur. Et dans l'imaginaire populaire, le Tchétchène, qui était d'abord l'imaginaire russe, mais ça a été repris à l'époque par un président de la République, c'était le barbare, celui qui vient le soir, le méchant, manger les enfants. D'ailleurs, il y a des chansons comme ça qui disent, voilà, le méchant Tchétchène va venir te manger. Enfin, c'est un peu pour que les enfants soient sages. Et donc, dans l'imaginaire, le Tchétchène, le barbare, etc., tout ceci est devenu finalement une vie qui n'a pas de sens, que l'on peut négliger, que l'on peut annihiler. Donc, le soufflet est retombé. Et puis est venue une autre guerre, 2008, la guerre en Géorgie. Avec, là aussi, comme devait le statuer la Cour européenne des droits de l'homme en 2021, des crimes de guerre, certes moins importants qu'en Tchétchénie, moins importants qu'aujourd'hui en Ukraine, en Syrie, j'y reviendrai, mais des crimes de guerre majeurs, et aujourd'hui avec pour résultat 20% du territoire géorgien, à savoir les régions de Ossétie du Sud et d'Abkhazie, qui restent occupées par la Russie, par les troupes russes. Les réactions ont été faibles. C'était la fin du deuxième mandat de George W. Bush. Et très vite, le président de la République d'alors, en français, s'est précipité pour négocier un cessez-le-feu. Et puis, on s'en souvient aussi, la mode était sur le plan international, pas seulement français.
était à, comment dire, pas, je ne dirais pas dire la réhabilitation du régime de Poutine, mais l'idée que l'on pouvait négocier avec lui, que l'on pouvait le réintégrer dans les organisations internationales. Déjà, vous aviez eu en 1997, donc avant Poutine, ce qu'on appelait l'acte fondateur, c'est-à-dire le traité entre l'OTAN et la Russie, qui avait prévu des systèmes de coopération. L'Union européenne, par de multiples dispositions, par des aides aussi importantes, ainsi que la Banque européenne de reconstruction et de développement, avait donné des aides considérables à la Russie. Et donc, on a, malgré cette guerre en Géorgie, cette annexion de fait de 20% du territoire. On s'est dit, mais finalement, peut-être qu'il faut continuer à discuter. En 2009 est venu, vous le savez, ce qu'on appelle la reset, décidé à l'époque par le président américain, le président Obama, disant, voilà, il fallait peut-être reprendre à zéro, reparler, trouver un arrangement. Et ça a continué comme ça. Et précisément, en raison de cette abstention totale de la plupart des démocraties occidentales à l'égard de ce régime, on s'est dit que bon, finalement, il fallait peut-être effacer ou passer par perte des profits tout ce qui s'était passé en Tchétchénie et en Géorgie. Puis est arrivé un autre événement. Un événement où apparemment, au début, la Russie ne semblait pas totalement impliquée, qui ont été les attaques chimiques contre la Ghouta, région syrienne, en 2013. La guerre de Bachar el-Assad contre son propre peuple avait commencé en 2011, alors que de manière pacifique, une opposition demandait la liberté, la dignité, les droits dans ce pays, la Syrie, qui avait été massacré déjà par les dirigeants successifs, à savoir d'abord le père de Bachar el-Assad, Hafez el-Assad. On se rappelle peut-être les massacres de Hama en 1982, des dizaines de milliers de personnes, dont de nombreux civils, abattus pour faire taire ce qui semblait être un début de protestation dans la ville d'Hama, des tortures, des prisons qui arrêtaient à tour de bras déjà des manifestants, des opposants. Un système d'ailleurs de torture et de prison qui avait été, à l'époque du père de Bachar el-Assad, Hafez el-Assad, organisé par un fugitif nazi, Alois Brunner, un ancien SS, l'un des plus cruels, qui avait trouvé refuge en Syrie et avait forgé le système de sécurité du régime. Mais un régime syrien surtout soutenu fortement par la Russie de Poutine et par l'Iran. Un régime tortionnaire qui, évidemment, a, après les premiers signes de protestation, engagé une répression féroce, la plus terrible possible, contre son peuple, tuant même des enfants qui osaient manifester, des enfants qui allaient mettre des graffitis sur des murs, des familles entières brisées, détruites, des détenus torturés. Plus de 120 000 personnes, vraisemblablement, sont disparues sous la torture dans les prisons d'Assad. 1 million de personnes sont mortes jusqu'à aujourd'hui dans cette guerre d'Assad contre son propre peuple, essentiellement du fait du régime. Et puis, vous aviez eu donc ces attaques chimiques. Le président Obama, président américain à l'époque, avait déclaré que s'il y avait des attaques chimiques conduites en Syrie, eh bien, ce serait une ligne rouge qui entraînerait une riposte terrible de la part des Alliés. Et puis, on a eu donc en 2013 ces attaques de la Ghouta qui ont fait des centaines de milliers de morts, d'enfants notamment, morts dans leur sommeil, asphyxiés par un gaz toxique. Et puis, au début, Obama pensait réagir. Le président français de l'époque, François Hollande, était déterminé, lui, totalement à agir, c'est-à-dire concrètement à bombarder les positions syriennes et les infrastructures du régime, services de renseignement, militaires, etc. Au début, Cameron, le Premier ministre britannique, était prêt à faire, mais la Chambre des communes l'a très vite lâché. Et puis, finalement, Obama a renoncé à appliquer cette ligne rouge.
Et la Russie, à ce moment-là, a dit, moi, je vais montrer, je vais m'engager dans un plan de, en tout cas, veiller à ce qu'il n'y ait plus d'armes chimiques dont dispose le régime d'Assad. Tout le monde a fait semblant, je dis bien fait semblant, de gober cette histoire. Alors qu'on sait très bien que toutes les attaques chimiques ont été lancées, certes non pas par la Russie elle-même, mais avec l'accord total de la Russie, qui déjà à l'époque avait un certain nombre d'instructeurs militaires, les services de renseignement, qui étaient déjà présents sur place avant, pardon de faire ces raccourcis et ces flashbacks, que l'armée russe intervienne directement en Syrie à partir de l'automne 2015. Et donc, la Russie s'est portée garante. Et on sait bien sûr qu'elle n'a été garante de rien. Au contraire, les armes chimiques ont continué à être fabriquées, stockées et surtout utilisées en Syrie, sans aucune réaction. Au point que régulièrement, vous aviez des déclarations à l'ONU, où vous aviez des dirigeants occidentaux, des représentants de l'Organisation des Nations Unies, enjoignant la Russie de modérer Assad dans ses ardeurs destructrices. Et puis un autre événement est arrivé. Précisément parce que, sans doute, M. Poutine s'est-il senti couper des ailes, ou en tout cas donner un chèque en blanc pour continuer son agression. Après tout, pourquoi se serait-il privé devant la mollesse, l'absence de réaction des Occidents, l'absence de réaction et l'appât du gain d'un très grand nombre de sociétés occidentales, allemandes, françaises, italiennes, grecques, chypriotes, mais aussi parfois américaines ou d'autres pays. Et donc, nous avons continué à commercer avec la Russie. Nous allons continuer à vendre des armes, y compris françaises, à la Russie, malgré la Géorgie, malgré la Tchétchénie, malgré tout ce que nous savions. Et donc, voilà, il s'est dit, mais finalement, rien ne va se passer. Et en 2014, venant au secours du président renversé par la foule européenne de Maïdan, Viktor Yanukovych, devant ce renversement, il a dit, mais je perds un de mes alliés, celui qui avait refusé, évidemment, de signer, in fine, l'accord d'association avec l'Union européenne. C'est ça qui avait d'ailleurs déclenché en fin 2013 le mouvement de Maïdan. Il a dit, mais finalement, je ne vais pas accepter ce renversement. Qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais envahir la Crimée. Je vais... Alors, il y avait le subterfuge dont on pourrait presque rire aujourd'hui, les petits hommes verts qui sont venus défendre le Donbass, les soi-disant séparatistes du Donbass, en fait, des gens complètement téléguidés dans la main des services russes. Et ça a donné lieu à cette nouvelle guerre qui a commencé maintenant il y a plus de 9 ans. 2014, Crimée envahie, soi-disant annexée, avec un faux référendum, vous en souvenez peut-être, sous les yeux, si j'ose dire, des canons, en guise d'observateurs internationaux, faux référendum, évidemment avec des résultats écrits d'avance, hein, il y a un fameux adage en Russie qui dit que de toute manière les meilleures élections sont celles dont on connaît à l'avance les résultats. C'est effectivement ce qui s'est passé en Crimée. Et puis, pardon, et des déportations. Et les déportations de Tatars de Crimée, cette minorité de Crimée qui avait déjà subi des déportations massives à l'époque de Staline en 1944, déportation donc des Tatars de Crimée, suppression de leurs lieux de culte, de leur culture, disparition forcée, et maintenant d'ailleurs, depuis quelques mois, enrôlement de force dans l'armée russe. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard, d'ailleurs, si Volodymyr Zelensky, lorsqu'il s'est rendu au sommet de la Ligue arabe, on pourra en parler tout à l'heure, s'est rendu avec Mostafa Djamiliev, qui est le représentant historique, une figure historique que j'ai eu quelquefois l'occasion de croiser en Ukraine, des Tatars de Crimée. Une minorité, donc vous le savez, musulmane,
qui a subi, je dirais fortement, ces persécutions, qui continue de le subir. Les immeubles des Ukrainiens, qui ont quitté évidemment, pas uniquement les Tatars, mais des Ukrainiens qui vivaient en Crimée. Je rappelle quand même que les Ukrainiens avaient voté dans un vrai référendum, cette fois en 1991, leur attachement à l'Ukraine, montrant clairement où était leur volonté. Eh bien, les Ukrainiens qui sont partis ont vu leurs appartements occupés, appropriés par les Russes qui sont venus envahir en quelque sorte leur terre. Et puis, invasion du Donbass, combat absolument terrible. Je rappelle que la guerre 2014-2022, donc avant le 24 février 2022, c'est quand même 14 000 morts, c'est 1,6 million de personnes déplacées. C'est ça aussi la réalité de cette guerre qu'on ne voulait pas voir, une guerre de position, une guerre terrible. Et pour tenter d'y, non pas d'y mettre fin, mais en tout cas d'apaiser en quelque sorte les combats, François Hollande et Angela Merkel, à l'époque la chancelière allemande, ont négocié les accords de Minsk. Aussi bien François Hollande que Angela Merkel savaient parfaitement que ces accords, d'abord, n'avaient aucune chance d'être respectés, qu'ils étaient viciés depuis le début, que la Russie n'accepterait jamais aucune des conditions qui avaient été prescrites, et que de toute manière, c'était au mieux un moyen, d'abord, encore une fois, d'apaiser un conflit qui était beaucoup plus violent avant que ces accords ne soient signés, mais surtout un conflit qui pouvait aller encore plus loin. Donc on s'est dit, mais comment trouver une solution à partir du moment où les Américains, il faut le savoir, avaient décidé, comme en Syrie en 2013, de ne rien faire. Appelant, vous savez, le fameux adage de Claude Chesson en 1981, vous savez, bien sûr, nous ne ferons rien. C'était en quelque sorte la doctrine officielle, pas seulement de la France, mais de la France, de l'Allemagne et des États-Unis. Mais je ne reprocherai pas au président Hollande, personnellement, de s'être engagé dans cette voie, parce qu'elle a permis de sauver des vies, et que peut-être la chose aurait été encore pire à ce moment-là s'il n'avait pas été signé. La seule chose qui a été plutôt positive, c'est que déjà à ce moment-là, malgré tout, les Américains, et notamment l'OTAN, ont commencé à retravailler avec l'armée ukrainienne pour la mettre au niveau, non pas pour donner du matériel, mais quand même pour donner un certain nombre de choses, pas les armes les plus décisives, des protections, mais aussi quand même beaucoup de formation, beaucoup d'entraînement, des systèmes de mise aux normes, notamment des systèmes de normes en matière de transmission, de lien avec les forces alliées, tout ceci a été malgré tout favorable. Mais toujours est-il que le conflit était à un point où, de toute manière, on savait très bien que dès que l'occasion se représenterait, Poutine essayerait d'aller jusqu'au bout. D'aller jusqu'au bout, il n'en avait pas fait mystère. Dès 2000, on peut retrouver un certain nombre de textes où il dit très clairement que les Ukrainiens n'ont pas le droit à l'existence, que l'Ukraine n'est pas une véritable nation, que la seule vraie nation, c'est la Russie, et que la Russie a une zone d'influence, en quelque sorte naturelle, alors même que l'ensemble des traités, après la fin de la Seconde Guerre mondiale, ont banni totalement ce concept, et bien qu'il y avait une zone d'influence naturelle de la Russie sur son ancien empire, ou l'ancien empire soviétique, donc y compris la Russie, l'Ukraine, le Bélarus, la Géorgie, la Moldavie, etc. Donc on en était à ce point-là où les tensions commençaient à croître de plus en plus et où évidemment la situation devenait extrêmement tentante pour Poutine d'aller beaucoup plus loin. Et dans un article encore plus fort en 2021, où il parlait des peuples frères, vous savez, ces fameuses rhétoriques russes, je dirais, qui consistent à dire que les Ukrainiens sont comme nous. En fait, ils ne sont pas comme nous, ils sont juste russes. Donc, soit ils sont comme nous, et dans ce cas-là, c'est très bien, soit ils veulent marquer leur différence. Dans ce cas-là, leur mort doit être nécessairement propagée. Donc, on est dans ce contexte-là, avec l'autre contexte, quand même, je refais un retour, excusez-moi, sur la Syrie, où en 2015, les Russes sont intervenus, à partir de l'automne, directement en Syrie, non plus uniquement donc avec des conseillers militaires, des agents spéciaux, mais avec des forces lourdes, avec des chars, avec surtout des avions, avec des hélicoptères, avec
aussi des troupes au sol, un peu moins, certes, que l'Iran, l'Iran assurant pour sa part l'essentiel des troupes au sol en Syrie. Et les massacres que l'on connaît. Alep, le siège d'Alep, puis la quasi-destruction d'Alep. Des dizaines de milliers de vies totalement brisées, des écoles anéanties, des hôpitaux délibérément visés en Syrie, et on l'avait vu en Tchétchénie, on l'a revu en Ukraine, où les hôpitaux ont été en quelque sorte une cible de choix pour les avions russes ou pour l'artillerie russe. Donc tout ceci s'est passé. Et à Alep, ça a suscité évidemment l'indignation du monde international. Il y a eu Alep, il y a eu Homs, il y a eu les tirs toujours aujourd'hui d'ailleurs dans la région d'Idlib, des exactions sans nom, des troupes régulières russes, mais aussi bien sûr déjà des mercenaires de Wagner en Russie, postant des vidéos de Syriens torturés, démembrés. Vraiment, un cas de démembrement, hein, pas Vercingétorix, ben voilà, c'est des choses absolument abominables de cruauté, des crimes délibérés contre vraiment tout ce qui bouge. L'objectif était de tuer encore, de tuer le plus possible avec le résultat d'une politique frénétique de destruction et de mort. Ça a été la réalité de ce qu'a fait la Russie. Et là aussi, vous aviez une condamnation, certes unanime, de la part des dirigeants occidentaux à l'encontre du régime Assad par les organisations internationales. Vous aviez eu l'ambassadeur de France à l'époque à l'ONU, François Delatte, qui avait comparé de manière très forte, très juste d'ailleurs, Alep à Guernica. Ça se rappelle Guernica, Picasso bien sûr, etc. Mais la Russie elle-même, alors même qu'elle commettait les pires crimes de guerre, crimes contre l'humanité, ce que deviennent les crimes de guerre lorsqu'ils sont systématiques, eh bien, rien n'a été dit. Et en 2018, vous avez eu un événement majeur qui était la Coupe du monde de football en Russie. Et vous avez eu un certain nombre de dirigeants, le président français, se rendant à la Coupe du monde, alors même que vous aviez des visuels d'un auteur ukrainien, je ne sais pas si vous les avez vus, absolument extraordinaires, avec des fonds rouges et noirs, montrant tous les crimes que Poutine avait commis. Et moi, j'étais un des rares, avec une autre personnalité politique en France, à appeler au boycott, en disant, mais est-ce que l'on peut assister à cette Coupe du monde et imaginer que les clameurs des supporters, ou les rires, ou les applaudissements du public, ou en quelque sorte les cris des victimes sacrifiées. Et on avait vu le président féliciter Poutine pour l'organisation de cette Coupe du Monde. Les seuls qui ont sauvé en quelque sorte l'honneur ont été, vous savez, ce groupe rock dissident, comme dissident russe, les Pussy Riots, qui sont allés sur le terrain à un moment, qui ont pénétré le terrain avant, en quelque sorte, les forces de sécurité russes, voilà, pour manifester leur opposition à Poutine et pour dénoncer ces crimes sans fin. Et qui ont fini en prison. Pardon ? Et qui ont fini en prison. Et qui ont fini en prison, bien sûr, enfin, et comme beaucoup tous ceux qui avaient à l'époque protesté. Et en 2019, vous avez eu encore les Allemands qui disaient oui, il faut faire des compromis sur l'Ukraine, il faut parvenir à une architecture de sécurité et de confiance, c'était les mots de notre président, sans voir effectivement la réalité des crimes sans fin, sans voir que tous les textes de Poutine et de ce propagandiste le montraient, avait une volonté de destruction. Ce n'était pas du tout uniquement une volonté, j'y reviendrai sans doute, d'impérialisme, de néo-impérialisme, néocolonialisme, mais véritablement une volonté d'extermination à l'œuvre. Parce que si vous regardez, si vous juxtaposez, certains d'entre vous peut-être qui sont sur les réseaux sociaux, le voyez régulièrement, vous juxtaposez des images de Grozny, des images d'Alep, des images aujourd'hui de Bakhmout, de Mariupol, on a vraiment l'impression que ces images sont exactement identiques, elles sont transposables. C'est vraiment les mêmes scènes de destruction totale de toute vie humaine ou animale ou végétale, ou quelle qu'elle soit. Mais une image de pure destruction, de folie de destruction. Donc c'est dans ce contexte-là où certains disaient qu'il faut pouvoir renégocier. Alors, il y avait eu quand même des sanctions en 2014, mais des sanctions tellement faibles. Et nous étions nombreux à protester contre la faiblesse de ces sanctions. Ce n'est qu'après le 24 février 2022 qu'on a commencé à faire des sanctions sérieuses. Peut-être pas encore jusqu'au bout, mais quand même assez remarquables.
par rapport à la période antérieure. Donc, voilà où nous en sommes, si j'ose dire, le 24 février 2022. J'oubliais peut-être un point, de dire que bien sûr, toutes ces exactions, cette politique d'agression à l'extérieur, s'accompagnaient à l'intérieur d'une politique de répression de plus en plus forte. Déjà, vous avez eu tous les assassinats, beaucoup d'autres, des centaines d'assassinats de personnes, de dissidents, d'opposants, de défenseurs des droits de l'homme, de défenseurs de l'environnement d'ailleurs, en Russie même, qui dénoncent aussi les manipulations, la corruption, etc., mais une répression de plus en plus forte contre les organisations qui encore avaient un semblant de liberté. L'association Mémorial, dont la dissolution a été prononcée, était une organisation à double tête, qui avait à la fois un centre de droit civique et une organisation d'historiens, a été dissoute en décembre 2021. C'est à partir de ce moment-là que je me suis dit que véritablement Poutine allait vraiment mettre toutes ces menaces à exécution. Au début, je ne savais pas, j'étais prudent, mais peser le pour le contre, jouer aux probabilités, est-ce que Poutine allait véritablement déclencher sa guerre? En décembre, j'étais encore moyennement convaincu jusqu'à Mémorial. À janvier, je suis devenu quasiment totalement convaincu. En février, on voyait évidemment l'imminent. Donc, destruction de toutes les organisations, des centres civils, de la presse libre, arrestation de plus en plus d'opposants, de dissidents. Vous avez eu également des assassinats ciblés de personnalités ailleurs en Russie, empoisonnement notamment, ou d'autres formes évidemment d'assassinats. Donc, vous voyez ce régime se raidir de plus en plus fortement. Et le 24 février, pardon. Et si je peux me permettre, une propagande aussi en interne très efficace. Absolument, vous avez tout à fait raison. Une propagande, effectivement, qui a été extrêmement forte, parce que les autres médias étaient fermés. Alors, même si un certain nombre de Russes, notamment jeunes, par le VPN, peuvent avoir accès aux réseaux sociaux, ce n'est malgré tout pas le cas de la majorité de la population russe, malgré tout. Et puis que vous avez eu effectivement une sorte d'organisation, si vous regardez avec des sous-titres, hein, il y a notamment une journaliste américaine qui fait beaucoup de sous-titres en anglais, Julia Davis, qui fait un travail tout à fait remarquable sur tout ce que disent les propagandistes à la télévision russe, évidemment extraordinaire. Je ne parle pas aussi de la propagande, évidemment, de la Russie dans les pays occidentaux, qui était forte, non seulement par le biais des officiers qui ont été heureusement fermés après le 24 février, Rochakoudé et Sputnik, mais aussi un certain nombre de faux-nés qui, pour un certain nombre, en France notamment, d'ailleurs, existent toujours, il ne faut jamais oublier. Donc, vous avez toutes ces actions conjointes de destruction avec deux volets, puisque vous parlez de propagande, deux volets, d'ailleurs une propagande dure, celle qui faisait croire, par exemple, que vous aviez des nazis à Kiev, ce genre de choses absurdes, que c'était la faute de l'OTAN, que la Russie était encerclée par l'OTAN, que c'était les États-Unis qui voulaient détruire la Russie, enfin bon, ce genre de folie absolue. Mais vous avez aussi toujours cette propagande douce qui dit oui, il faut quand même voir, les torts sont partagés, et puis vous avez un risque terrible si on réplique à la Russie, le risque nucléaire, et puis malgré tout, la Russie est toujours là pour toujours, et puis il ne faudrait pas l'humilier, etc., etc. Donc vous avez tous ces éléments de propagande douce, qui ont parfois d'ailleurs été repris sans d'ailleurs s'en rendre totalement compte par un certain nombre de personnalités politiques, qui ont, je dirais, amoindri considérablement la vigilance et la capacité de réponse de l'Occident. Donc, le 24 février 2022, attaque massive, totalement prévisible. Je trouve que j'ai même un souvenir personnel à raconter. Il faut que le 23 février 2022, je dînais à Paris avec Svetlana Tsikhanouskaya, qui est la chef de l'opposition au dictateur Loukachenko au Bélarus. Et je me rappelle ce dîner, on était avec elle, avec un parlementaire français, avec deux ou trois amis, et puis partie de l'équipe de Svetlana. Et ce dîner était sombre. On était tous inquiets, tendus, comme s'il y avait une sorte de pressentiment. Je me rappelle quand j'ai revu Svetlana, je me dis, mais ce dîner, effectivement, je me rappelle, c'était quelque chose de particulièrement. Il y avait une sorte d'orage absolument terrible, de tension dans nos regards, dans ce que nous avions vécu. Donc, le 24 février, ça a été l'invasion absolument terrible. Encore une fois, totalement prévisible. Le renseignement américain avait vu juste, totalement juste, le britannique aussi. Le renseignement français un peu moins.
Peut-être que les Ukrainiens, d'ailleurs, aussi, ne voulaient pas trop y croire et ne regardaient pas cela non plus, n'imaginaient même pas que la Russie ferait ça. Il y a toujours un moment où les gens qui peuvent s'ouvrir le plus sont le plus dans le déni. Ça, c'est aussi une réalité, il faut le dire tel que les choses sont. Mais je crois que vous avez eu à ce moment-là, d'abord un moment où l'Occident s'est dit, ça y est, c'est terminé. Rappelez-vous les anticipations dans les jours qui venaient à ce moment-là. Tout le monde disait, ça y est, la deuxième armée du monde, l'armée russe, soi-disant, en 3 jours, ce serait fini. 3 jours, 3 semaines. Et puis, vous aviez eu les Américains qui avaient dit à Zelensky, vous vous rappelez cette phrase célèbre, en gros, si vous voulez, voilà, vous, votre épouse, votre famille, votre enfant, vous pouvez partir. Et où Zelensky a répondu, non, moi, je n'ai pas besoin d'un taxi, j'ai besoin de munitions. Ça, c'était un moment extraordinaire, parce qu'il est resté là. Il est resté avec son peuple. On l'a vu pendant les attaques, on ne savait pas si Kiev n'allait pas tomber. Rester là, se montrant, se faisant filmer même dehors. Et vous avez eu les Ukrainiennes et les Ukrainiens qui ont résisté. Et puis le monde a découvert de manière sidérée, alors que vous aviez eu pourtant tous les précédents. D'abord, ce qui s'était passé à Boutcha, avec des civils massacrés en pleine rue. Les Russes allant dans les maisons, tuant les gens pour le plaisir de tuer. Non. Tuant aussi, bien sûr, ceux qui étaient supposés être pro-ukrainiens, mais ils étaient ukrainiens, ils étaient nécessairement pro-ukrainiens. Si je peux me permettre d'ajouter sur ce sujet, puisque à ce moment-là, j'avais une bénévole ukrainienne, qui m'aidait déjà, qui m'appelle et qui me dit quelque chose de terrible, qui m'envoie des photos et qui me dit « Mais pourquoi ils ne les ont pas juste tués ?» Alors, j'ai eu du temps à comprendre. Parce qu'effectivement, on ne s'est pas simplement tué, c'est que la cruauté avec laquelle les soldats russes ont essayé d'anéantir ces civils, et que pour qu'une mère puisse avoir ces paroles, pourquoi ne les ont juste pas tués? C'est que je ne peux pas forcément partager tout avec vous, parce que c'est des histoires qui sont lourdes, et d'ailleurs un certain nombre de journalistes considèrent qu'ils ne doivent pas retranscrire. Donc on parle des charniers, on parle de tout ça, mais à un moment donné, il s'est passé des choses avant que ces personnes arrivent dans ces charniers. Et en effet, Boutcha et Hostomel, qui est un peu moins connu, ils ne se sont pas contentés de tuer. Il y a une cruauté épouvantable qui s'est abattue sur ces civils, y compris des enfants et des choses que la plupart d'entre nous, on ne peut pas imaginer qu'un être humain puisse prendre plaisir à ce type d'acte. Voilà. Oui, vous savez, ça me rappelle la phrase de David Rousset à la fin de son livre « L'univers concentrationnaire », 1946, qui est probablement le premier livre qui a été écrit sur la déportation et les camps nazis. Il disait « L'être humain ne sait pas que tout est possible ». Et effectivement, tout est possible. Et effectivement, ce que disait Barbara à l'instant, c'est-à-dire les tortures, y compris d'enfants, les mutilations, le fait de tuer des parents devant les enfants, ou les enfants devant les parents, enfin, toute chose qui relève de la cruauté, était devenue beaucoup trop systématique pour être uniquement le fait de 2 ou 3 soldats égarés. En fait, c'était un plan systématique. Tout ceci a été confirmé. Les chambres de torture, c'était le fait du FSB qui avait organisé cela à Izium, à Kherson, tous les autres endroits. Les exécutions de civils à Mariupol, vraisemblablement plus de 50 000 morts rien qu'à Mariupol, vraiment beaucoup plus. Les véhicules de crémation. Voilà, exactement. Tout ceci a été volontairement exécuté pour terroriser, comme en Tchétchénie, comme en Syrie.
Je reviens toujours sur ce précédent. Et quand, je veux dire, moi-même, je suis allé à Boutcha, notamment en avril 2022, donc 3 semaines après, j'ai pu discuter avec Fédério, qui est le maire de Boutcha. Il avait été pris un moment par les Russes. Et puis, en fait, les Russes avaient une mauvaise orthographe de son nom, un nom approchant. Et donc, il a pu, comme ça, être retrouvé, sinon, il racontait lui-même, il s'est passé. Et puis, ce qui était très frappant, c'est de voir la force des Ukrainiens dans la résistance, dans l'invention, dans la mobilité. C'est pour ça que l'armée ukrainienne a beaucoup surpris. Bon, elle a surpris, heureusement, après, elle avait des métiers d'armes, je vais revenir sur la fin là-dessus. Mais aussi parce qu'elle était beaucoup plus mobile, intelligente. Et puis moi, ce qui m'a beaucoup frappé en Ukraine après, c'est de voir que les Ukrainiens ne se plaignent pas. Oui. Ils ne se plaignent pas. Ils demandent plus d'armes, on n'en fait pas assez. Mais les Ukrainiens en Ukraine, eh bien, la première chose dont ils m'ont parlé, que ce soit Fédério, que ce soit le maire de Lviv, que ce soit le maire de Kiev, Klitschko, d'autres représentants parlementaires, quelques ministres ou d'autres, les gens des ONG aussi, tout simplement, des gens simples, ils m'ont parlé du futur. Ils m'ont dit, voilà comment nous envisageons notre avenir. Mais notre avenir, pas uniquement par rapport aux autres, les jugements, bien sûr, ils veulent les jugements, ils ont raison, de tous les criminels, mais aussi comment ils voient les infrastructures, l'aménagement, l'environnement, le système social, toutes sortes de choses, ils se projettent dans ce futur-là. Et ils sont déjà dans leur reconstruction. Et donc, déjà, voilà, ils sont déjà, bien sûr, il faut faire fonctionner. Et ce qui m'a aussi beaucoup frappé, avec tous les observateurs, y compris des ONG, c'est que vous avez en Ukraine des services publics qui fonctionnent. Ça fonctionne, ça marche. Les pôles mobiles, ça marche, tout marche, les infrastructures marchent, les trains fonctionnent. Un peu lent, encore en retard. OK, mais ils fonctionnent. Voilà. Et puis, enfin, je veux dire, c'est extraordinaire de voir que vous avez cette économie qui survit, alors avec beaucoup de difficultés, avec des problèmes sociaux majeurs, avec des problèmes de traumatisme absolument terribles. Ça, il ne faut jamais les perdre de vue non plus, bien sûr. Songez que chaque Ukrainien ou chaque Ukrainienne que personnellement connaît dans sa famille ou parmi ses amis proches une personne tuée ou très grièvement à vie, mutilée, blessée par la guerre. C'est comme si vous, chacune ou chacun d'entre vous dans cette salle, vous connaissiez directement, vous aviez dans votre famille, dans vos amis très intimes, proches, hein, pas connaissances lointaines, des gens qui ont été tués. Ça que vous devez imaginer en termes de conscience collective et de ce que ça représente pour une nation. Mais je reviens maintenant, est-ce que nous avons une stratégie de long terme? Parce que derrière tout cela, nous avons effectivement aidé l'Ukraine avec une gradation. D'abord, il faut défendre l'Ukraine, protéger l'Ukraine. C'était d'abord ça le discours de la plupart des pays occidentaux. On ne peut pas laisser la Russie gagner. Puis ça a été quand même, et c'est devenu de plus en plus fort, heureusement, il faut que l'Ukraine gagne cette guerre que lui a fait la Russie. C'est déjà un petit progrès sémantique, si j'ose dire. Oui, il y avait ceux qui parlaient de paix. Voilà. Et ceux mais qui après, pardon? Il y avait ceux qui parlaient de paix et ceux qui parlaient de voilà. Et puis, vous avez eu quand même là-dedans des interprétations diverses sur ce que représente la victoire de l'Ukraine. La vraie victoire de l'Ukraine, soyons parfaitement clairs, et ça figure dans tous les documents officiels ukrainiens, et heureusement, petit à petit, il y a encore eu un progrès avec le G7, le dernier G7 là, à Hiroshima, parle pour la première fois de la même langue. C'est d'ailleurs dans le plan de paix en 10 points du président Zelensky. C'est l'intégrité territoriale totale de l'Ukraine. Il n'y a pas de raison de différencier la Crimée du reste, soyons complètement clairs là-dessus, totale. Parce que tant que ces territoires seront occupés, ça veut dire plus de déportations, plus de crimes, plus de tortures. On ne peut pas imaginer que le moindre parcelle, le moindre centimètre carré reste sous la domination russe. Ça veut dire le jugement de l'ensemble des crimes, 4 catégories de crimes, crimes de guerre, crimes contre l'humanité, crimes de génocide et crimes d'agression. Jugement de tous les responsables, du haut en bas de l'échelle, en commençant bien sûr par le haut. Ça suppose le paiement de réparation de guerre. Plus d'1 trillion,
selon des estimations encore incomplètes de la part de la Banque mondiale, du Fonds monétaire international, de l'Union européenne. Bon, il y a des estimations un peu différentes. Enfin, les sommes sont absolument colossales. Et il n'y a pas de raison que les Ukrainiens parlent d'eux-mêmes. D'une certaine manière, nous allons aider. Il n'y a pas de raison non plus que les pays occidentaux payent de l'ensemble. Mais vous avez des avoirs russes considérables, 350 millions d'euros, 350 milliards pardon, d'euros, qui sont représentent la réserve à l'extérieur de la Banque centrale russe, les fortunes des oligarques, dont certains totalement liés à Poutine, donc vous avez un certain nombre de ressources. Ça suppose aussi le retour des enfants et de l'emploi des personnes, des enfants en particulier déportés en Russie, ce qui constitue, je le rappelle quand même, un crime de génocide en vertu de la Convention du 9 décembre 1948 sur la prévention et la répression du crime de génocide. Ça suppose également des garanties de sécurité durables pour l'Ukraine. Là-dessus, ça va être l'objet d'ailleurs d'un débat, notamment au sommet de Vilnius, les 11 et 12 juillet prochains, qui vont déterminer, je pourrais répondre à vos questions là-dessus, qu'est-ce que sont les garanties de sécurité. Donc, on a fait un progrès, mais on n'est pas encore dans une dernière phase qui est une vision stratégique pour l'avenir. Cette vision stratégique pour l'avenir, je l'appelle la défaite totale, radicale, complète de la Russie. Je pense que c'est cela, la réalité. C'est qu'aujourd'hui, vous avez un régime, je dis un régime, je ne parle pas d'un pays, les choses sont beaucoup plus compliquées. Je ne veux pas assimiler, comme certains le font, je pense que c'était d'ailleurs une partie des raisons de leurs erreurs, je dirais un pays à un régime. Il n'y a pas de Russie éternelle, pas plus qu'il y a une Ukraine ou une France éternelle ou une Italie éternelle ou quoi que ce soit. Je n'y crois pas. Je crois que vous n'avez pas d'âme des peuples. Ça, ce sont des pariboles. Je pense qu'il y a quelque chose qui est ancré dans le régime. Et dans ce régime-là, il ne faut pas l'oublier, vous avez eu 97 années, je ne parle pas de la période tsariste, on remonte à trop loin pour avoir véritablement marqué la conscience collective en ensemble, mais vous avez eu 97 années de pression. 1917, 1991, fin 90, et puis 2000 jusqu'à aujourd'hui. 97 années qui ont modelé une grande partie de l'esprit public russe. Et là, pour le coup, c'est transmis de grands-parents ou arrière-grands-parents à petits-enfants, enfants, etc. Songez que le régime nazi, c'était 13 ans. Seulement. Mon curiosité, qu'on est, ma famille est bien placée pour le savoir, mais je crois que 97 années d'empreinte sur les cerveaux, qu'est-ce que ça représente? Qu'est-ce que ça crée? Ça crée d'abord une sorte de fatalisme. L'idée qu'il y a une sorte, certains d'ailleurs intellectuels disent on est condamné au malheur. Malheur russe. C'est réapproprié par un certain nombre d'intellectuels. Et de toute manière, on ne peut rien changer. Et puis qu'on est une nation totalement spécifique. Je crois que ce sont des idées extrêmement dangereuses, mais qui sont totalement, comment dire, enracinées dans l'esprit d'une partie de la population russe d'aujourd'hui, mais pas à jamais. Je ne pense pas, encore une fois, que ce soit une question d'ADN, de fatalité, de nature, mais c'est quelque chose qui, ça peut être changé, ça ne fait rien, prendra nécessairement des décennies à être changé. Songez par exemple au discours que Richard von Weizsäcker, le président allemand, a prononcé le 8 mai 1985, 40 ans donc après 1945, où il a reconnu la culpabilité de l'Allemagne, la faute de l'Allemagne. Il a parlé de la conscience que les Allemands devaient avoir des crimes qui, à l'époque de Hitler, ont été commis en leur nom. 40 ans après. Pas seulement de reconnaître l'Holodomor. Voilà, qui vient de reconnaître aussi, c'est reconnu, effectivement, l'Holodomor. Voyez aussi, pas discuter sur la France en particulier, combien de temps après, combien de temps il a fallu pour que Jacques Chirac, le 16 juillet 1995, prononce le discours de Velby où il reconnaissait la culpabilité et la responsabilité de la France dans la déportation des Juifs. Ça a pris 50 ans. Vous avez beaucoup d'autres mémoires.
prix de la colonisation, le prix de votre page noire en Italie. Je ne suis pas du tout sûr que ce travail se soit véritablement accompli sur les années du fascisme italien. Enfin, on va revenir, ou sur le rexisme en Belgique. Bon, vous avez des pages très lourdes, mais tout ce que l'on sait, c'est qu'en Russie, vous avez une volonté du régime, comme d'ailleurs du régime chinois avec Tiananmen, la révolution culturelle, etc. Mais en Russie, vous avez une volonté claire de Poutine d'anéantir la mémoire du stalinisme, de blanchir les crimes de Staline, ceux d'hier, pour mieux blanchir les crimes d'aujourd'hui. Et dans une certaine mesure, une démocratie aussi. Voilà, exactement. Et donc, vous avez eu tous ces phénomènes-là. Donc, combien de temps cela prendra? Mais en même temps, il faut essayer de dessiner ce futur. Vous avez quand même aujourd'hui un certain nombre de Russes qui ne sont plus dans l'idée du nouvel empire, qui ne sont plus dans l'idée de l'exceptionnalisme, dans l'idée de la grande nation, qui sont prêts à reconnaître leurs fautes et qui sont là et qui l'ont dit, qui souhaitent la victoire de l'Ukraine parce que pour le peuple russe, ce sera le plus grand bienfait qui pourra leur être fait. Quelqu'un comme mon ami emprisonné, condamné à 25 ans, Vladimir Kara-Murza, dont le combat a été repris par Evgenia Kara-Murza, son épouse, de manière incroyablement courageuse. Vous avez eu encore un certain nombre de Russes, une toute petite minorité, qui, de manière furtive, le soir, mais avec grand risque, allument des bougies devant des petits mémoriaux improvisés aux victimes de Dnipro ou de Mariupol, surtout les femmes. Et je crois que vous avez effectivement tout ceci. Mais je pense que sur le plan stratégique, aujourd'hui, on n'est pas encore, ni côté français, allemand ou américain, sur l'idée qu'il faut véritablement que cette défaite soit totale pour l'Ukraine, pour l'avenir du peuple russe, mais aussi pour le monde. Parce que, imagine-t-on un jour l'Ukraine, espérons que ça se fera très vite, reconquiert l'ensemble de son territoire. Vous aurez encore les 20% de territoire géorgien, j'en suis revenu hier, occupés. Vous allez avoir le Bélarus, où le dictateur Loukachenko est soutenu par Poutine, avec une répression féroce. Vous avez la Syrie, où, peut-être avec moindre d'intensité, les frappes russes et du régime continuent. Vous avez la Transnistrie moldave. Vous avez la junte birmane, l'une des plus cruelles au monde, soutenue par la Russie et par la Chine. Vous avez également toutes les exactions de Wagner, notamment, dans de très nombreux pays d'Afrique. Vous avez le soutien en Amérique latine de Poutine, le dictateur de Cuba, de Venezuela, du Nicaragua. Vous avez les réseaux de corruption et de criminalité actionnés dans le monde par les proches du régime de Poutine. Donc, il y a un certain moment où l'on doit se dire qu'il y a bien cette menace globale. Et que si on va avoir la vision de long terme, on se dit, mais prendre conscience des leçons de cette guerre que beaucoup n'avaient pas voulu voir venir, prendre conscience de ce qu'est ce régime, mais aussi, au-delà de ce régime, de toutes ces alliances avec la Chine, avec la Syrie, avec l'Iran, avec un certain nombre d'autres dictateurs, et de dictateurs qui, d'ailleurs, vont pouvoir, au gré de leurs humeurs, s'allier avec tous les régimes répressifs de la planète, parce qu'ils pensent que leur propre système répressif, je pense à certaines monarchies du Golfe ou certains pays arabes, vont être ainsi maintenus et favorisés. Et donc, derrière, ce que l'on voit, c'est bien effectivement deux principes qui sont à l'œuvre dans le monde. Un principe qui est lié aux valeurs libérales, politiquement j'entends, aux valeurs de démocratie, aux valeurs de droits de l'homme, de dignité, de respect, de considération pour la personne humaine, de respect pour la vie en tant que telle. Et puis des systèmes complètement opposés. Et des systèmes qui veulent complètement remettre en cause le système international tel qu'il avait été forgé après la Seconde Guerre mondiale, avec les grandes règles du droit international, du droit humanitaire international, la protection des victimes, la responsabilité de protéger, un peu plus tard, ça. Le type certes mis à le mal aussi par des puissances occidentales. Je ne vais pas conclure là-dessus. C'est un peu mieux, certes, des arguments qu'on appelle parfois le whataboutisme,
C'est-à-dire, dès que vous allez parler de la Syrie ou de l'Ukraine, vous dire oui, mais bah, quand même, l'Irak, tout ça, ce n'est pas bien non plus. Oui, bien sûr, ce n'est pas bien non plus. Pas complètement la même chose non plus. Mais donc derrière, il y a vraiment une réflexion à avoir pour effectivement réaffirmer ces valeurs. Pour que oui, les démocraties occidentales soient elles aussi plus exemplaires, bien sûr. Et ça fait partie nécessairement du jeu. Mais que aussi, à un certain nombre de moments, les crimes les plus graves soient totalement sanctionnés. C'est pour ça que la justice internationale, que ce soit à La Haye, que ce soit dans un tribunal spécial pour les crimes d'agression, fait partie de la voie nécessaire par laquelle il va falloir passer. Le droit international n'est pas indépendant de nos intérêts stratégiques et de sécurité. Et je pense que c'est aussi ces fausses conceptions qu'il faut vouloir revoir. Vous savez, Raymond Aron disait plusieurs choses passionnantes. Il disait notamment que, en fait, les intérêts, dans les intérêts, que certains pseudo-réalistes, et de ces expressions, considèrent comme étant uniquement des intérêts économiques, en fait, comportent aussi des intérêts en valeur. Et ça, je crois que c'est aussi très important de le réaffirmer. Que notre sécurité, notre valeur, les droits humains, tout ceci est totalement lié. Il n'y a pas de séparation. Et que le réalisme à la petite semaine ne marche pas. Regardez, par exemple, ce qui vient de se passer avec la réadmission de la Syrie d'Assad dans la Ligue arabe. Et le rétablissement, bien avant, des relations diplomatiques avec ce objectivement le pire régime criminel du XXIe siècle. Avec celui de Béchir, et celui de Poutine, bien sûr. On avait quand même des instruments de levier. Aussi bien les États-Unis que nous-mêmes, nous avions quand même des bonnes relations, soi-disant, avec les Émirats arabes unis, qui ont été en pointe dans la réhabilitation et qui sont aujourd'hui en pointe dans le négociation envers la Russie. Est-ce que nous ne pourrions pas être un peu plus cohérents, plutôt que de s'abriter derrière une sorte de réalisme funeste, se demander effectivement, est-ce que c'est notre intérêt? Est-ce que nos intérêts stratégiques ne sont pas menacés aussi par cette complicité entre les régimes criminels? Alors, je pourrais développer tout ceci très longtemps, mais je ne vais pas en parler. Donc, je crois que d'abord, nous devons terminer par toujours manifester notre soutien à l'Ukraine, mais qui n'est pas un soutien à l'Ukraine. Le soutien à l'Ukraine, c'est notre soutien à nous-mêmes. Je dirais que nous devons nous défendre nous-mêmes. En défendant l'Ukraine, c'est nous qui nous défendons. Et en voulant un monde qui sera meilleur avec la défaite de la Russie. Un monde sans cette Russie sera quand même un monde plus heureux. Ça ne résoudra pas tous les problèmes. On va s'en foutre, il y en a beaucoup d'autres, on va parler de la Chine, d'autres régimes, etc. Mais il y aura quand même à un certain moment, je pense, un effet vertueux. Et je pense que dans notre intérêt, nous devons aussi changer notre intérêt, puisque après tout, nous ne parlons pas du langage de la morale. Parce que parfois, il y a des gens qui n'entendent pas le langage de la morale. Ce n'est pas la peine de leur en parler, même si ça nous touche nous-mêmes. Dans le langage de nos propres intérêts, nous devons avoir vraiment cette vision à long terme. Je ne suis pas encore sûr que la plupart des grandes capitales occidentales aient un plan pour l'après, pour la Russie. Comment est-ce que nous allons faire? Ne pas lever les sanctions, c'est indispensable. Imaginer des pressions de plus en plus fortes. Engager petit à petit dans un régime de transition. Aider plus les quelques rares démocrates russes. Aussi éviter de répéter les erreurs que nous avions faites à partir de 1991. Nous nous sommes précipités en Russie avec beaucoup d'investissements, une forme d'appât de gain, mais nous n'avons pas vu, d'une certaine manière, d'abord, que vous aviez des anciennes structures de sécurité russe, dans un KGB qui se maintenait, et puis nous avons fait, pour prendre les termes économiques en quelque sorte, du keynésianisme pour les riches, et puis nous avons été envers les pauvres plutôt inspirés par Milton Friedman. C'est-à-dire que nous avons donné beaucoup d'argent aux riches et nous avons sacrifié complètement les plus pauvres. Je pense que ça aussi, pour l'avenir, dans les plans de transition qu'il y aura, il faudra aussi montrer, nous, démocratie, que nous allons surtout aider le peuple russe à un certain moment. La priorité, c'est quand même d'aider le peuple ukrainien. On va même faire là-dessus. Aujourd'hui, c'est ça la priorité. Mais un jour, il faudra bien effectivement s'engager vers la Russie, ne pas commettre les mêmes erreurs, conditionner aussi notre soutien, conditionner évidemment à un changement de régime, tout ce que nous pourrons faire, et maintenir une politique de fermeté absolue tant que la Russie sera présente dans des territoires, pas seulement l'Ukraine, j'ai évoqué les autres,
qu'elle menace et asservit. Merci. Merci beaucoup. Effectivement, la Russie est méconnue. Enfin, en tout cas, je découvre qu'elle est méconnue par nos élites, pour la plupart. Voilà, comparé aux États-Unis, je ne connais pas la Russie. Je ne suis jamais allée en Russie. J'ai parlé avec beaucoup de Russes. Et effectivement, il y a une misère incroyable en Russie, qu'on n'imagine même pas. La majorité des Russes vivent dans un dénuement total. Donc, vous parliez de 97 ans d'oppression, auquel vous ajoutez 30 ans de propagande, et c'est ce qui fait dire à une petite gentille grand-mère interviewée que oui, bien sûr, il faut absolument exterminer le dernier bébé ukrainien. Voilà, ça peut paraître fou parce que c'est vraiment, je voyais la personne, c'est une gentille petite grand-mère et que vous n'imaginez pas de telles paroles sortir de la bouche d'une gentille petite grand-mère. Si vous n'avez pas compris qu'effectivement, la Russie, ce n'est pas Moscou, ce n'est pas Saint-Pétersbourg, c'est un pays très vaste, avec des ethnies extrêmement variées, et surtout un peuple qui s'est habitué à vivre dans ce dénuement, la misère pour beaucoup, et ce fatalisme que moi, effectivement, que j'ai découvert, que je n'imaginais pas. En tout cas, je n'avais pas un souvenir dans mes cours de Sciences Po lorsqu'on étudiait l'URSS. Voilà. et ça permet aussi de comprendre. Souvent, la question, alors moi, ma première question, parce que après, je vais vous laisser les questions, et moi, j'avais une question, c'est qu'effectivement, souvent, on me dit, mais est-ce que vous avez parlé de l'opposant, vous avez parlé effectivement de cet espoir, de voir des nouvelles générations de Russes qui, quand même, pour beaucoup, ont fui pour éviter d'être mobilisés. Et puis, toute cette misère, on pose souvent la question de dire, mais les Russes, peut-être la guerre se terminera par un soulèvement interne à la Russie. C'est l'une des questions qui m'est souvent posée lorsque, effectivement, je rencontre, de par les activités qu'on a avec l'association, une principale question. Alors, personnellement, je ne crois pas du tout à l'hypothèse d'un soulèvement, pour les raisons que j'ai largement, brièvement évoquées tout à l'heure. Je ne vois pas effectivement un soulèvement. Je ne pense pas non plus qu'il y ait une conscience, en tout cas elle est fortement refoulée si elle existe, des crimes qui ont été commis. Je ne vois pas aujourd'hui que la plupart des Russes mesurent exactement, en tout cas ils détournent largement le regard, c'est quelque chose d'assez mélangé, je dirais, ce qui a été commis en leur nom. C'est-à-dire que toutes les histoires que nous connaissons sur les massacres, les tortures, les exécutions sommaires d'enfants, de femmes, toutes ces choses-là, une petite minorité de Russes les connaissent, soit encore une fois, il n'est pas l'information, ce qui est peut-être le cas des babouchkas effectivement perdus dans leur province, soit plus simplement qu'ils détournent le regard, qu'ils ne veulent absolument pas voir. Non, on a une sorte de rejet, ça ne nous regarde pas, on ne veut pas voir, on ne veut pas regarder, on veut vivre tranquille, on n'a pas à s'occuper de ces histoires politiques. Ou qui adhèrent. Ou, bien sûr, pour un certain nombre, qui adhèrent, ou qui disent de toute manière, nous, on a déjà tellement de choses, tellement de problèmes nous-mêmes, on se débrouille nous-mêmes, on ne va pas en plus s'occuper des Ukrainiens. Donc, vous avez, y compris, je dirais, ce sont des sujets, je ne peux pas discuter avec des proches, mais vous voyez par exemple un article qui était paru dans Le Monde de quelqu'un que je respecte par ailleurs, parce qu'elle a payé je dirais quand même de risques, de menaces au combat, Zoya Tsetova, militante pour les droits de l'homme, très courageuse, etc. Et elle écrit un article qui est traduit dans Le Monde en fin août ou début septembre de l'année dernière, 2022, où elle dit il ne faut absolument pas qu'il y ait une interdiction des visas donnés aux Russes. Et donc, elle explique combien ce serait un retour
vers le rideau de fer, on l'expression actuellement, bon, que ce serait, je dirais, que du coup, les Russes ne pourraient plus quitter le pays, que les Russes à l'étranger, mais après tout, ils peuvent du coup s'imprégner de nouvelles idées. Bon, des fois, on arrive, pourquoi pas. À mon avis, totalement faux, sur l'apprentissage que les Russes peuvent faire quand ils reviennent, quand ils vont en Europe. On sait qu'ils pensent surtout à s'amuser, à aller sur la plage ou faire d'autres choses, mais absolument pas à apprendre des nouvelles. Il n'y en a quasiment pas qui participent aux manifestations. Et ceux qui fuient la conscription, ils fuient la conscription pour eux-mêmes, ce qu'on comprend parfaitement, mais certainement pas pour aller après dire ben voilà, tout ce que nous faisons aux Ukrainiens, ce sont des crimes abominables. Et donc, dans son article, cette personne, encore une fois, vraiment qui est affligurel dans le combat pour les droits de l'homme, les opposants, etc., donc totalement respectable, ne dit pas un mot, ne serait-ce que de compassion vis-à-vis des Ukrainiens. Et je pense que ça, c'est quelque chose de l'élite et que opposant de la première heure à Poutine n'a pas aucun problème là-dessus. Mais totalement regardant vers elle-même. C'est-à-dire que vous avez une forme je ne sais pas si c'est d'égoïsme, mais en tout cas de centrage sur soi, de la réflexion et des préoccupations, comme si les autres n'existaient pas. Donc nous passons notre temps à nous lamenter sur le malheur de nous-mêmes. C'est ça. Et c'est ça qui m'inquiète beaucoup et qui prendra beaucoup de temps. C'est-à-dire que le jour où vraiment la conscience du crime viendra, comme ça c'est arrivé, c'est une partie seulement. Et on pourrait parler du processus de nazification en Allemagne. Enfin, une partie des Allemands quand même portent quand même le poids, et même les générations qui n'ont pas connu, pas être impliquées, portent le poids du crime qui a été commis de la Shoah. Comment faire pour que les Russes portent le poids dans leur conscience intérieure et aillent dire aux Ukrainiens pardon? Est-ce que c'est ce que me disait un jour une amie ukrainienne qui était la présidente d'une commission de l'affaires étrangères de la Rada ukrainienne avant, Anna Opko, qui disait le jour où la Russie sera véritablement pourra être libre, ce sera lorsque vous aurez sur la place rouge deux monuments, l'un aux victimes du stalinisme et l'autre aux victimes russes et étrangères, ukrainiennes, syriennes, etc., du poutinisme. Et là, on est sur des questions, encore une fois, dont je n'ai pas la réponse. Je ne sais pas du tout comment ça pourra évoluer, parce qu'il faut voir aussi que vous avez. Alors, il y a un autre phénomène en Russie, vous avez d'abord, ne l'oublions jamais, une fuite des capitaux, majeure, massive, mais aussi, peut-être encore plus grave, une fuite des cerveaux continue depuis 15 ans. Il se trouve que j'ai enseigné pendant 2 ans. J'allais là une semaine tous les 3 mois. Un professeur invité, 2006-2008. Et le doyen de l'université et son épouse qui m'avaient invité, dès 2008, ils étaient très proches de Mémorial, opposants farouches toujours aujourd'hui à Vladimir Poutine, sont partis. Et je faisais là un séminaire pour les enseignants, pour les professeurs, pas tout ça en anglais. Et la moitié, d'après ce que me disait ce doyen de l'Institut, sont partis. Le nombre de scientifiques qui sont partis. Je ne suis pas sûr qu'ils reviendront. Est-ce que d'ailleurs des gens qui ont maintenant sont partis, indépendamment de leur âge, pour les plus jeunes, qui sont partis, qui ont vécu 20 ans à l'étranger ou 15 ans à l'étranger, doivent revenir pour reconstruire. Je crois qu'ils ont perdu eux-mêmes tout espoir pour leur propre pays. Des questions. Madame. On parle de c'est très intéressant. Moi, ça m'intéresse de comprendre, vous parlez des sanctions qu'on peut avoir. Est-ce qu'au final, ce n'est pas juste une guerre d'information? Et à quel point, si on veut vraiment s'engager dans cette guerre-là, on se salue de nous-mêmes, jusqu'où on est prêt à aller? Parce que j'ai l'impression que, et on parlait de gens qui sont en opposition, j'ai effectivement l'impression que ça reste une très petite minorité. Et je ne sais pas si vous avez vu, d'ailleurs, si une ancienne camarade de Sciences Po qui a produit ce documentaire qui s'appelle. Est-ce que vous pouvez parler un tout petit peu plus fort parce que. En fait, c'est intéressant dans le contexte des Russes et de leur gouvernement. Un documentaire qui va être
produit par une copine de Sciences Po et qui s'appelle La Russie, un peuple qui marche pas, que je recommande si certains. Oui, je vois très bien. Je recommande de tout à l'heure. C'est vrai que c'est fascinant de cette direction. Il n'y a aucun espoir. C'est assez intéressant, justement. Il y a ce concept de psychose de masse où les gens veulent finalement perpétuer par une espèce d'instant de survie, une espèce de déni de réalité et de refus de la réalité de l'impact de Poutine. Finalement, est-ce que, vous voyez, on parlait de qu'est-ce qu'on peut faire contre la Russie, est-ce que garder les sanctions, finalement, s'il ne pourra pas remplacer un gouvernement comme ça, tant que tout un peuple sera derrière lui, il sera à ce point convaincu que finalement, c'est la solution la moins pire. Donc, à quel point, si vraiment on veut les renverser, on n'est pas obligé de rentrer dans cette espèce de guerre de l'information qui va devenir très tendancieux. Oui, je pense que c'est une question extrêmement. Alors, je n'ai pas des savants, encore une fois, je suis aussi dans l'inconnu parce qu'il y a des choses qu'on ne pourra pas. Je ne sais pas à quel rythme on pourrait changer cela. Tout ce que je sais, c'est qu'il faudrait à un certain moment, d'abord qu'il y ait un autre gouvernement, un autre type de gouvernement, pas un type Poutine ou un Poutine 2 ou Poutine 3, mais qu'il y ait à un certain moment tout un travail, disons, qui soit fait, que ce soit pas négatif, enfin de lavage du cerveau de tout ce qui a été entendu, parce que derrière tout ça, vous avez aussi cette militarisation de la jeunesse, hein, bien sûr, qui fait partie dès l'école, on enseigne aux jeunes notamment à changer les pièces de musique, monter des musiques, mais on enseigne évidemment la haine de l'autre. Tous ceux qui ne sont pas dans la ligne, hein, on a eu toutes ces histoires, vous savez, de cette jeune fille qui avait fait des dessins anti-guerre, effectivement, qui a été séparée de ses parents, bon, chose évidemment totalement atroce. Et puis toute cette population-là, alors, là où j'ai une vraie interrogation, c'est que, bon, bien sûr, il va falloir réécrire complètement, revenir sur l'histoire. C'est pour ça que l'écriture de l'histoire, c'est ce qu'essayait de faire Mémorial, au bout du stalinisme, est essentiel. Redire la vérité sur ce qu'a véritablement été cette histoire. Et dans les manuels, il y a un certain moment où, je dirais, vous avez des professeurs russes à tous les niveaux, école, collège, université, mais qui disent, mais attendez, regardez ce qu'en notre nom, un régime comme celui de Poutine, avant celui de Staline, le régime soviétique, etc., ont fait à notre peuple. Et quel est l'état de la conscience russe aujourd'hui profonde? Les sondages sont très difficiles en Russie, on le sait, c'est compliqué. Les Vaga, qui est la seule organisation baptisée d'ailleurs agents étrangers, essayent de faire des choses, mais c'est toujours très compliqué parce que quand vous répondez à une question, quand vous savez que vous êtes dans un régime policier, vous n'allez pas spontanément répondre à un entretien au téléphone ou à quelqu'un qui vous interroge pour vous poser 3 questions. Est-ce que vous aimez Vladimir Poutine? Voilà, ou pas. C'est encore. C'est un peu compliqué. Bon. Mais il y a un concept qu'avait proposé l'historien et philosophe Alain Besançon, c'est peut-être de nom, dans un livre qui s'appelait Les origines intellectuelles du léninisme, à propos du communisme. Et Alain Besançon avait dit le communisme, en fait, dans l'esprit des Russes, enfin des Soviétiques de l'époque, c'est une croyance non crue. Et je trouve que l'expression était très juste. C'est une croyance que est officielle, on doit croire à la vérité de ce qu'écrivait Marx, Lénine, dans une certaine période, d'ailleurs Staline aussi, mais en même temps, on n'y croit pas totalement. On sait que. Et après, quand vous essayez de voir, vous avez eu des auteurs comme Aramev ou d'autres qui ont très bien écrit là-dessus, toute la propagande russe, y compris d'ailleurs les destinations de l'Occident, ne visait pas nécessairement à vous donner une autre réalité du monde, mais à faire que vous n'aviez plus aucun repère. Et c'est encore plus destructeur pour l'esprit, c'est-à-dire ne plus savoir ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai. Vous savez, donc, Poderarev, dans son livre, s'appelait Rien n'est vrai, tout est possible. Enfin, c'est la traduction française. Et donc, c'est très intéressant. Alors, lui, il le fait à partir de l'analyse des nouveaux médias russes, comment tout ceci se passe. Et vous avez c'est quelque chose qui est totalement destructeur pour l'esprit. Et je pense qu'il y a un certain moment où les gens se disent on ne peut rien penser, donc on ne dit rien, on ne pense pas, on se renferme sur nous-mêmes. Oui, on sait qu'il y a une guerre,
France, pas d'opération spéciale, oui, bien sûr, en même temps, on parle d'opération spéciale. On ne sait pas ce que c'est, on ne sait pas qui sont les Ukrainiens. On ne croit pas à ces fadaises sur l'OTAN ou les Ukrainiens nazis, bah, donc, 10 ou 20% ou 30%, ça, on ne sait pas. Mais on fait comme si, de toute manière. Et est-ce que justement l'affirmation d'une position occidentale, une coalition occidentale, alors c'est réducteur occidental, mais en tout cas de l'affirmation de ces valeurs qui ne sont clairement pas suffisantes, mais l'affirmation de valeurs au travers d'une position forte de démocratie, d'occidentaux, enfin de démocratie, et cette limite qui n'a jamais été mise, comme vous l'avez bien rappelé, la ligne rouge franchie, ben, on peut la franchir, il ne se passe rien, Obama. Est-ce que là, justement, ce n'est pas une opportunité pour le monde d'affirmer que ben, y a des limites, un certain nombre de pays ont des valeurs, une vision du monde, et que la transgression de ces valeurs, on saura la défendre. Et ça passerait éventuellement par déjà la victoire de l'Ukraine. Et un message qui est, sachez que vous, dictature, vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez, transgresser le droit international. Il y a des démocraties qui seront là pour protéger ces valeurs. Alors, la réponse sur le fond est oui, bien sûr, et notamment l'impunité. L'absence d'impunité, pardon. L'absence d'impunité, c'est évidemment le centre de tout. C'est qu'il y a un certain moment, les gens doivent payer pour leur truc. Et ça, ce n'est pas négociable. Ce n'est pas, voilà, et on ne négocie pas avec un criminel contre l'humanité. Je pense qu'il y a des limites. Alors après, on va dire oui, il y a le réalisme, il faut négocier parfois avec des gens pas très bien, oui. Mais il y a un certain moment où il y a quand même un certain nombre de limites, où je dirais trop, c'est trop. Bon. Affirmer ces valeurs, affirmer ces principes, nous devons absolument le faire. Nous devons aussi montrer que ce ne sont pas uniquement des valeurs occidentales. Oui, c'est pour ça que je me suis repris. Voilà, et je pense qu'on va être très attention. Ce sont des valeurs universelles. Parce que vous avez des gens qui ne sont pas occidentaux, qui n'ont pas lu le Bill of Rights, la Déclaration des droits de l'homme française ou américaine, qui n'ont pas lu Locke, Montesquieu, ou que sais-je, ou Spinoza, ou que sais-je encore, et qui spontanément, dans leur cœur, même qui sont parfois totalement illégitimés, défendent ces valeurs de démocratie. C'était quand même le cas en partie des printemps arabes, c'est le cas des manifestants qui sont descendus et qu'on a vraiment peu soutenu aussi, on les a abandonnés dans les rues de Hong Kong pour défendre les droits fondamentaux, je dirais, à Hong Kong. Ce sont les gens, je parle des printemps arabes en Iran, ce sont les femmes iraniennes, les hommes aussi d'ailleurs maintenant, qui combattent pour la liberté et le principe. Et je dis, ce ne sont pas des Occidentaux, et je pense que c'est très important, et des Syriens. Vous voyez que les Syriens ont apporté très fortement leur soutien aux Ukrainiens. Vous avez eu des posters, des affiches, des messages de soutien. On est avec vous. Et donc, ce n'est pas une question, et surtout là, ce serait très dangereux de dire que c'est l'Occident contre les autres. Pourquoi je me suis reprise? Non, mais je parle en termes de... Et de montrer aussi aux Russes qu'on n'est pas anti-russe, c'est le discours de la propagande. Je fais traiter, je dirais, par tous les trolls sur Twitter possibles, imaginables, de russophobes, etc. Puis non, le vrai russophobe, c'est Poutine. C'est lui le russophobe, c'est lui qui veut le malheur de son peuple, qui fait d'ailleurs concrètement le malheur de son peuple. Songez, je dirais, à tous les capitaux que lui-même a fait fuir, que ses proches ont fait fuir. Songez à la destruction de l'économie. Regardez ce qui s'est passé pendant la crise de la Covid-19, avec la catastrophe qu'est le système sanitaire. Beaucoup de pays, malheureusement, ont beaucoup souffert. Le sanitaire russe, c'était comme quelque chose encore pire, je pense, que tous les autres. On l'a vu. Songez cet argent consacré à la propagande, plus de 4 milliards par an, ce qui est beaucoup compte tenu des salaires en Russie. Donc, il faut aller payer tous les gens chez nous, évidemment, qui eux demandaient un peu plus. Songez à tout l'argent consacré aux armements, tout ceci avait été réinvesti dans les infrastructures, dans les hôtels, dans le système de soins. On aurait un pays riche, prospère, des gens heureux, avec des investissements, un système qui marche. Et donc, c'est ça aussi qu'il faut dire aux Russes, c'est dire finalement, les valeurs que nous défendons, ce ne sont pas du tout des valeurs opposées aux vôtres.
nous faisons aussi des choses pour votre bien-être. Et je pense que ça, c'est un message sur des années, sur des décennies, qu'à un certain moment, il va falloir marteler fortement. Alors, monsieur au fond. Oui, bonsoir. Oui, si vous pouvez juste parler un peu fort, parce qu'avec les avions que j'ai pris ce matin, j'ai un peu les oreilles à tout. Très bien. Donc, je me dirais du groupe de défense et géostratégie de Sciences Po. Merci de la remise en perspective qui était nécessaire, parce que tout le monde n'a pas forcément en tête tout cet enchaînement. Maintenant, je vous soumets une analogie. Pour faire plier un pays 25 fois moins peuplé que la Russie, il a fallu plusieurs semaines de bombardement. Et ça a mis du temps avant que le dirigeant puisse répondre de ses crimes devant le tribunal de La Haye. Est-ce que vous pensez sérieusement, quand vous dites qu'il faut une défaite complète du régime russe, qu'on est prêt à aller bombarder Moscou? La réponse est non. Je pense qu'on n'a pas besoin d'aller bombarder Moscou. Il ne faut pas bombarder Moscou. Je ne suis jamais d'ailleurs partisan de bombarder des villes occupées par des civils. Je pense qu'il faut, voilà. Je pense qu'on peut parfaitement. D'ailleurs, en revanche, je suis totalement favorable. Vous savez, moi, j'étais partisan d'une intervention de notre part dès le 24 février 2022. 24 février 2022, j'ai fait 11 interventions, télé, radio ou d'autres choses. Et chaque fois, j'ai dit, nous devons nous-mêmes intervenir. Et je disais avec précaution, pas de troupes au sol, uniquement attaques ciblées contre des cibles militaires russes. C'est ce qui est permis. Alors, à l'époque, j'ai dit en territoire ukrainien. Après, je suis allé un peu plus loin, j'ai dit aussi sur le territoire russe. Tout ce qui est parfaitement légal en vertu de l'article 51 de la Charte des Nations Unies, qui dit qu'un État peut se défendre en attaquant des cibles militaires. Les Ukrainiens ne peuvent pas, il n'est pas leur intention, attaquer des immeubles d'habitation russes. Je suis le premier à condamner. Ça, bien sûr, c'est parfaitement clair là-dessus. Et que les Occidentaux, s'ils aident, ou les autres, ou les Japonais, ou les Coréens du Sud, qui aident les Ukrainiens, peuvent parfaitement le faire. Je pense que le régime des sanctions, pour aller jusqu'au bout effectivement de la réponse, des régimes de sanctions qui vont heurter, qui vont déjà quand même apporter leurs fruits, qui vont heurter de plus en plus les gens du premier, du deuxième et du troisième cercle de Poutine, produiront à un certain moment des effets. Autant je ne crois pas effectivement à une révolte populaire, ça non, je ne vois pas du tout le peuple russe qui aurait dû faire ça, il l'aurait fait depuis longtemps. Autant je peux parfaitement imaginer qu'un certain nombre de personnes du premier ou du deuxième ou troisième cercle, à un certain moment, disent Vladimir Vladimirovitch, maintenant ça suffit. Et ça, je dirais, en tout cas, il faut peut-être essayer d'aller dans ce sens. Il n'y a pas de certitude, bien sûr, sur les résultats. Mais l'idée, c'est qu'à un certain moment, de toute manière, un truc que j'avais écrit dans un bouquin il y a plus de 12 ans, mais alors après, la question c'est quel quand, etc. La Russie est condamnée à disparaître comme grande puissance, sauf changement radical de son économie, de sa société, dans un horizon difficile à dire, 20 ans ou 25 ans ou 30 ans. Parce que tout simplement sur le plan démographique, sur le plan social, sur le plan économique, financier, de capacité de recherche. Mais moi, il y a un truc qui est, à mon avis, très intéressant, c'est que je voyais les meilleurs chercheurs sur l'armée russe et sur le militaire qui, avant la guerre, disaient, des gens totalement sérieux, disaient on a une armée, ils ont acquis des armes extraordinaires, ils savent les faire fonctionner, ils sont vraiment la deuxième armée du monde, pas seulement en termes de force, mais aussi en termes de capacité. Et ils se sont trompés, ils étaient bons. Je ne veux pas les critiquer, je veux dire, ce n'étaient pas des propagandistes ou des gens qui essayaient de faire croire, prendre des vessies pour des lanternes. Non, des gens sérieux. Et je crois que tout le système que vous avez derrière, effectivement, c'est un peu, dont l'image est un peu convenue, mais c'est un peu un système peut-être qui. Voilà. Beaucoup de questions. Je vous laisse distribuer les questions. Il y avait madame tout à l'heure, alors j'essayais d'avoir un peu de parité. Je ne sais pas si vous avez toujours une question, madame. Allez. Si, L'évolution, excusez-moi. l'évolution possible du conflit entre oui. et la Russie dans la prochaine période. Donc, quid de la contre-offensive dont on parle depuis maintenant des semaines, donc du côté ukrainien, et jusqu'où peuvent aller les Occidentaux dans leur soutien à ce pays. Alors, d'abord, premièrement, je ne sais pas du tout quand la contre-offensive aura lieu. Aujourd'hui, personne ne le sait. Peut-être l'état-major ukrainien, je ne suis même pas sûr.
il faudra attendre le moment le plus propice. Est-ce que les Ukrainiens aujourd'hui disposent des armes nécessaires pour lancer de manière, disons avec succès, cette contre-offensive? Ce n'est pas nécessairement le cas. Je pense que ça, on a quand même notre premier problème. Il n'y a pas encore assez, il y a des suffisamment de temps, mais il n'y a pas encore, par exemple, les F-16, enfin, Biden a accepté que les Occidentaux, enfin les autres pays donnent à l'Ukraine, ils seront donnés livrés qu'à l'automne. Plutôt début, semble-t-il, que fin, mais quand même, ça prendra du temps. Est-ce que sans ces moyens-là, sont suffisamment, même si là aussi a été débloqué, des missiles à longue portée, à moyenne longue, enfin, plutôt 200-300 km, l'offensive peut commencer sérieusement? Personnellement, je n'en sais rien. Ça semble aujourd'hui un peu douteux. Donc tout va se déterminer là. Et ensuite, ce qui serait là, le président Zelensky l'a dit de manière assez claire, le pire, ce serait de lancer une contre-offensive qui n'est pas le succès attendu. Et le succès attendu, c'est quand même libérer l'ensemble du territoire, y compris la Crimée. La Crimée, certains experts diront, mais non, la Crimée, c'est trop compliqué. Moi, je me rappelle des discussions en septembre, début septembre, à Prague, avec un ancien ministre des étrangères ukrainien, je connais bien, et qui me disait, mais tu vas voir, voilà, la Crimée, ça va être la première chose. Et aujourd'hui, beaucoup caressent cette hypothèse, je ne sais pas du tout si elle se réalisera, rien, mais en tout cas, ça fait partie, sur le plan à la fois stratégique, politique, diplomatique, symbolique, juridique, partie des hypothèses certaines. Mais imaginez une contre-offensive qui n'aboutisse pas à libérer tout le territoire, c'est extrêmement risqué. Donc, il vaut mieux lancer, point de vue ukrainien, je pense qu'ils regardent cela, l'offensive pour vraiment ce sera prêt et qu'ils seront sûrs d'aller assez loin. Maintenant, ce qu'on ne sait pas, c'est quel est l'état de l'armée russe. Il est possible qu'elle s'effondre complètement. Ce n'est pas du tout une hypothèse qu'il faut aujourd'hui complètement bannir. Elle peut s'effondrer. On sait qu'elle n'a plus les moyens de lancer, en revanche, contre-offensive sérieuse, de reconquérir le territoire, d'aller sur Kiev, marcher devant. Ça, on sait que ce n'est pas le cas. Elle a quand même une capacité encore, semble-t-il, mais encore une fois, je suis très prudent là-dessus. L'armée russe nous a beaucoup surpris. J'allais dire en bien, parce qu'elle s'est effondrée, mais on ne sait jamais de quoi elle est capable. Donc, elle peut quand même encore un peu résister. Et résister, ça veut dire quand même des dommages forts à l'assaillant. Et la préoccupation de Volodymyr Zelensky, de l'ensemble des Ukrainiens, c'est aussi dans cette contre-offensive d'épargner autant que possible des vies. Voilà. Donc il y a ces ensembles de considérations qui fait qu'on est encore un peu dans le brouillard, bien sûr. Oui, merci. Vous n'avez pas du tout abordé le risque nucléaire. Je ne l'ai pas abordé parce qu'à mon avis, il a été très largement surestimé. Et que le risque nucléaire, je ne dis pas qu'il est nul, je ne dis pas qu'il faut le prendre à la légère. Les Occidentaux et surtout les Américains qui trouvent des meilleurs moyens de renseignement regardent quand même les choses d'assez près en termes de mouvement des troupes. L'hypothèse, effectivement, est que les Russes ne l'utiliseront pas. Ça a été un moyen de propagande. Donc, avant d'ailleurs, le 24 février 2022, rappelez-vous le grand discours de Poutine en 2018 où il présentait ses armes terribles, le s'appelait Satan, voilà, et qu'il disait, voilà, on peut anéantir la planète. Ils l'ont redit, un certain nombre de propagandistes du régime, y compris Medvedev ou d'autres, ont dit, voilà, on va pouvoir, les propagandistes à la télévision sont tous partis là-dessus. C'était surtout pour essayer de faire en sorte que les gens ne réagissent pas. Et vous avez eu aussi des propagandistes dans les pays occidentaux, en France notamment, qui ont repris cette aide en essayant d'exagérer ce. Je ne pense pas que Poutine l'utilisera. Alors, il y a d'abord trois considérations. Il y a une première considération, est-ce qu'il a les moyens de le faire? La chaîne de commandement est assez claire, c'est-à-dire que c'est Poutine qui peut décider et l'ordre doit être donné, contresigné par deux personnages, Shoigu, le ministre de la Défense, et Gerasimov, le chef d'état-major des armées. Puis ensuite, il doit être exécuté par toute une chaîne de commandement. Est-ce qu'il y a un moment, il n'y a pas l'un de ces personnages qui, à un certain moment, hésitera? Deuxièmement, Poutine a une peur, ça on le sait, c'est très autre chose qui est à peu près sûr dans la psychologie de Poutine, qui est un peu indéchiffrable par ailleurs, c'est qu'il a une peur bleue de la mort. Et il sait très bien que l'utilisation de l'arme nucléaire, c'est sa morale personnelle, j'entends physique. Et puis, troisièmement,
je pense qu'il y a un moment où, de toute manière, il y a un pas, effectivement, même s'il ne franchira pas, capable de tous les types d'atrocités possibles. Est-ce qu'il il ira jusqu'au bout de cette logique de destruction qui est la marque de fabrique? Personnellement, je ne le pense pas. Et encore une fois, je ne suis pas sûr qu'il ait tous les moyens. On ne sait pas non plus d'ailleurs si ces armes fonctionnent vraiment. Enfin, il y en a sans doute certaines sur les milliers qui fonctionnent, mais quand on voit l'état voilà, des armes. On l'a vu avec les fameux missiles Kinzhal, vous savez, qui étaient soi-disant invincibles, qu'on ne pouvait pas intercepter, que même les Américains disaient ne pas pouvoir intercepter par les systèmes patriotes et qui finalement étaient interceptés. Ils ne sont pas ultrasoniques. Voilà. Donc, il y a d'autres questions? Monsieur, ça fait un petit moment que vous voulez poser une question, pardon. Henri Martin-Gauthier, je suis ancien directeur de la Banque européenne d'investissement. D'abord, je vous remercie de votre exposé qui est très intéressant, mais en même temps, je crois que votre conclusion est assez hypothétique. Car vous avez raison de dire que ce qu'il faut, c'est se débarrasser de ce régime et qui n'est lui-même jamais qu'une nouvelle métastase d'un régime qui dure depuis 100 ans. Et que donc, comme en 1945 avec l'Allemagne, il faut avoir une victoire totale pour se débarrasser non pas du peuple, mais du régime. Bon, ça, en termes théoriques, c'est très satisfaisant et c'est probablement juste. Cela étant, pensez-vous une seconde, même si on regarde la situation dans laquelle les Alliés étaient en 1945, ils se sont éclatés en 1947, c'est-à-dire pas 2 ans après, alors qu'ils avaient traversé 5 années de combats communs, de mobilisation infiniment supérieure à ce qui se passe maintenant. Et effectivement, ils étaient sortis d'une période d'atonie et de laisser-faire qui est comparable à celle que vous avez décrite. Mais les Occidentaux, d'abord, sont les seuls à être à peu près cohérents vis-à-vis de la guerre en Ukraine. Il y a malgré tout toute la diplomatie opportuniste qui s'est développée depuis une dizaine d'années et qui font qu'Israël s'allie avec le Maroc, avec les pays du Golfe sur une affaire à la fois commerciale et de renseignement contre l'Iran, que l'Iran se retrouve avec l'Arabie Saoudite, etc. Tout ça, ça fait des choses qui sont très, très difficiles à coaliser, enfin, je veux dire, congruer. Plus nous n'avons pas, notamment vis-à-vis du peuple russe, la moindre once de crédibilité après la décennie Yeltsin et nos errements à la fois d'inactivité, d'erreurs d'évaluation et même de complicité. Je veux dire, si Poutine a fait ce qu'il a fait en Syrie, c'est parce que ça a arrangé beaucoup de nations occidentales, et pas seulement d'un point de vue commercial, mais parce que ça traitait nos peurs, etc., etc. Donc, comment est-ce qu'on peut arriver à, encore une fois, je reprends le mot, coaguler des forces qui soient suffisantes pour, un, être crédibles, et deux, déclencher ce que vous appelez la fin du régime, c'est-à-dire la déstabilisation du peuple russe. Je pense que c'est une question très bonne et qui rejoint, je dirais, un certain nombre de peurs que j'ai moi-même. Je pense qu'on aura assez de force aujourd'hui, effectivement, pour dire on va faire que l'Ukraine gagne. J'espère. Si le conflit ne dure pas trop longtemps, parce qu'après, je ne sais pas du tout ce qui peut se passer dans 6 mois. Aujourd'hui, effectivement, on a une remarquable unité qui progresse. Il y a des divisions de sentiments entre tel ou tel pays de l'Alliance, entre pays européens. Bien sûr, c'est pas la même chose. On a ces alliances-là. On n'a pas encore ce que j'évoquais, le titre d'ailleurs de la conférence, de plan stratégique, effectivement, de long terme, de vision de long terme, qui soit durable. Parce que cette politique que j'évoquais avec la Russie, ce n'est pas une politique qu'on décide, ce n'est pas 6 mois. C'est une politique de 10 ans, 15 ans, 20 ans, avec des hauts, des bas. Donc, je pense qu'il y a. Je partage en fait cette inquiétude. Je partage cette inquiétude et j'ai toujours peur qu'à un certain moment, il y ait un certain nombre de maillons faibles dans les pays européens, les pays de l'Alliance, qui disent bon, maintenant, ça y est, l'Ukraine a gagné à peu près, on va y tourner à la table de négociation. Il y a quand même des tas d'opportunités économiques, même si c'est à mon avis un miroir aux Alouettes. Je me souviens avoir mis en garde un responsable d'une grande banque française en 2005
qui voulait investir et qui a investi d'ailleurs beaucoup dans ce pays, disant que ça va être une catastrophe, tu ne vas pas y réussir et tu ne vas pas y parvenir. Je dis mais si. Et cette banque-là a provisionné en 2016 800 millions d'euros de pertes. Et puis après, en 2019, une nouvelle dirigeante d'ailleurs de cette banque, membre du conseil d'administration, lors d'un déjeuner, me dit, mais tu sais, on a réussi à fixer, pardon, en anglais, à réparer, à ranger tous les trucs, maintenant c'est parfait. Et là, avec la guerre, la même grande banque française a pu provisionner 1,1 combien de milliards d'euros. Voilà. Donc, il y a beaucoup de risques, effectivement, sur ce groupe-là. Vous avez quand même un certain nombre de pays complices au sein de l'Union européenne, qui existent toujours, on le sait. Donc, j'ai cette inquiétude. Maintenant, encore une fois, essayons de tracer la voie. Et si déjà on parvient, je dirais, dans un premier temps, à se débarrasser de Poutine, déjà en Ukraine, qu'ensuite on ait quand même un certain nombre d'Occidentaux qui essayent de maintenir, et il y a quand même des alliés en Europe qui vont maintenir, quel que soit le gouvernement, ça pourra aller dans le bon sens. Après, qui va arriver au pouvoir en France, qui va succéder même à Scholz, qui s'est quand même bien converti en Allemagne, qui va encore plus succéder à Biden, est-ce que ça va être lui-même ou un autre. Voilà, on est, effectivement, je suis d'accord, c'est une incertitude majeure. Monsieur? Aussi pour avoir partagé votre opinion juste, je voudrais vous demander comment vous envisagez, comment vous imaginez la Russie post-Poutine. S'il est renversé ou s'il part en raisonnant, comment vous voyez la Russie? Bien sûr, c'est difficile d'avoir une idée très précise, mais donner quelques contours, quelques réactions. Comment vous voyez ce pays après Poutine? Alors, premièrement, il n'y aura pas de grand soir. C'est-à-dire que vous n'allez pas passer comme ça de l'ombre à la lumière. Pour dire les choses bien imagées, c'est-à-dire que vous n'allez pas, Poutine disparaît, tout à coup on a la démocratie qui s'installe et tout va bien. Ça, c'est un scénario que je ne crois pas. On aura des années de transition avec vraisemblablement pendant un certain temps des gens qui seront sans doute à peine plus recommandables, parce qu'on le fera un petit peu plus que Poutine. Peut-être des techniciens, comme l'actuel Premier ministre, peut-être je ne sais pas. Ça, personne ne le sait, il y a des tas de noms de successeurs possibles, bon, personne n'en sait rien. Donc, on aura quelque chose de progressif. Le vrai sujet, c'est que derrière, j'en rejoins effectivement la remarque que vous faisiez, qu'on est, nous, du côté, je dirais, des démocraties occidentales, une politique constante pour forcer à cette transition petit à petit. Après, la Russie idéale dans 40 ans, je peux la dessiner, un pays prospère, centré sur lui-même, démilitarisé, en paix avec ses voisins. Bon, on peut avoir une belle image. Pour l'instant, je verrai la fin du film, comme on dit, mais indépendamment de ça, je ne sais pas du tout apprécié. Mais surtout, ne pensons pas que demain, vous allez avoir tout à coup une prise de conscience des Russes, c'est-à-dire que nous avons fait, un régime qui va dire maintenant on abandonne, on démilitarise et on se consacre au bien du peuple et on aide le peuple ukrainien à se relever, parce que nous sommes coupables, et puis nous allons réagir. Ça, je ne le vois pas. Je pense qu'on aura un processus très dur, très pénible, avec sans doute des allers-retours, peut-être des révoltes locales, peut-être je dirais des mouvements aussi terribles, puis une reprise en main, puis un coup d'État. Voilà, on peut imaginer plein de choses pas très agréables, certainement. La place de l'opposition russe. Pardon? La place de l'opposition russe. Mais l'opposition, il y a beaucoup d'oppositions différentes. C'est-à-dire qu'il y a, d'un côté, vous avez une petite opposition vraiment libérale, anti-impérialiste, avec justement des gens comme Karamurza, comme Ilya Yashin, comme quelques autres. Vous avez une opposition qui s'est quand même un peu amendée, qui était quand même d'origine plutôt nationaliste, comme Navalny. Il n'a pas perdu ses rêves de grandeur, mais qui quand même, je dirais maintenant, dans les textes officiels de l'équipe de Navalny, reconnaît les crimes de guerre, demande la justice, etc. Puis vous avez d'autres gens autour de Kasparov, de gens également comme Khodorkovsky, l'ancien magnat qui vit réfugié. Vous avez des gens qui soutiennent l'opposition, y compris comme le doyen de l'école où j'enseigne par l'école internationale, Sergei Gouriev, qui enseigne dans toute maison, un économiste réputé, quelqu'un de remarquable, qui eux sont pour une transition vraiment démocratique. Le vrai sujet, c'est que
une opposition en exil, divisée, emprisonnée pour celle qui est restée en Russie quand elle n'a pas été assassinée, ou quand elle n'est pas en train d'être assassinée, parce que la prison en Russie pour les opposants est quand même un risque de mort, que j'avais oublié, concret. C'est extrêmement difficile de bâtir cette opposition, mais en même temps, elle existe. C'est-à-dire que si nous aussi, occidentaux, puis globalement, nous n'aidons pas l'opposition à se structurer, ne lui donnons pas une visibilité, ne donnons pas aussi des signaux qu'elle pourra transmettre au peuple russe, rien de ce point de vue-là ne se fera. C'est-à-dire que, vous savez, il y a eu une phrase qui était un peu malheureuse d'Emmanuel Macron à propos de la Syrie, qui était personne ne m'a présenté un successeur à Bachar el-Assad. Le problème, c'est que les successeurs potentiels, ils étaient soit morts, pour beaucoup, malheureusement, ou en prison, ou exilés, et c'est vrai, malheureusement, je le dis souvent à mes amis de l'opposition syrienne, très divisés. Mais aussi que nous... Mesdames, messieurs, nous vous informons que le bâtiment va fermer ses portes dans quelques minutes. Merci de bien vouloir commencer à vous diriger vers les sorties. Voilà, l'idée, c'est, voilà, essayons... Ladies and gentlemen, we inform you that we will close within a few minutes. Voilà. Thank you for starting to go to the exits. Merci en tout cas à vous. Merci à vous tous. Je crois que voilà, le plat de ça. C'est un grand plaisir de changer avec vous. Le message était assez clair. On doit partir. Donc malheureusement, je ne parlerai que peu ou pas de l'association. Mais à moins qu'on se passe. L'habitude, j'enseigne à cette heure-ci, et en général dans les 2 minutes. Non, mais j'aurai un acte de bravoure. Je m'enchaîne à la. Mais aider l'association, on l'appelle. Voilà. Merci à vous, Barbara. Alors, il faut que vous arrêtiez l'enregistrement aussi, je crois. Il faut que j'arrête l'enregistrement. Voilà, parce qu'on aide en Ukraine. On a déjà beaucoup aidé en Ukraine grâce à beaucoup de partenaires. Vous pouvez retrouver toutes ces informations sur notre rapport d'activité et bien sûr sur demande. Donc, on est passé du sprinter au semi-remorque. Voilà. On s'est aussi adapté aux enjeux. On couvre une grande partie du territoire qui a besoin, donc des régions voilà, qui bénéficient moins de l'aide polonaise, de l'aide roumaine, puisque plus à l'est, effectivement, et on a même eu la chance d'avoir un semi-remorque qui est parti juste après la libération de Kherson, donc on a pu aller jusqu'à Kherson, enfin je dis on. Et puis, du fait que nous sommes au départ un groupe de mamans, alors ce qui n'est plus le cas parce que maintenant on est beaucoup plus que ça, mais c'est vrai qu'on a une attention particulière pour les femmes ukrainiennes en Ukraine, et on aide beaucoup dans les maternités. Et puis on aide également depuis le début. Donc nous, on a été forcément choqués le 24, et dès le 3 mars, on s'est mis en action. Voilà, grâce à des bénévoles absolument extraordinaires et que je remercie. Et voilà. Et si vous avez envie d'aider l'Ukraine, ben voilà, on est là. On est aussi là.